Alors, je plante le décor, même si ça a déjà été fait un peu. Donc, la forêt française, 16,5 millions d'hectares, 30% du territoire métropolitain. Je sors la Guyane, bien sûr. Les trois quarts de cette forêt, on l'a vu, appartiennent à des forestiers privés. Donc 75%, 74% de la surface forestière. Ça fait 12,2 millions d'hectares de forêt privée, 22% de la surface de la France. Et cette forêt, comme la forêt publique, produit accessoirement de l'énergie, mais son rôle principal, ça a été dit et redit, c'est la production de bois d'œuvre, de produits bois rémunérateurs pour faire face aux coûts de gestion et aux coûts de sylviculture, c'est-à-dire de renouvellement des peuplements, puisque s'il y a des dépenses, il faut qu'il y ait des recettes. Alors, je ne m'attarde pas sur la petite carte de gauche, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le taux de boisement. La forêt française, elle est principalement dans l'Est et dans les montagnes, à l'exception des Landes, là où on a les Landes de Gascogne qui sont effectivement très boisées. Par contre, de l'autre côté, vous voyez sur la carte de droite pour vous, oui, les petits histogrammes montrent que dans l'Est de la France, la forêt publique n'est pas majoritaire. Elle l'était quand on avait Lorraine-Alsace. Maintenant qu'on a rajouté la Champagne-Ardenne, elle ne l'est plus. Mais globalement, c'est là que la proportion de forêt publique est la plus importante. Un petit zoom sur les essences. Alors, je ne sais pas si vous voyez grand-chose de loin, mais en fait, c'est pour la répartition des essences, forêt publique, forêt privée. On constate que là où il y a deux essences qui sont dominantes en forêt publique, c'est le sapin. Alors là, ici, là, on ne voit pas bien les couleurs, mais 57%, c'est le sapin, et c'est les Vosges et c'est le Jura. Et puis, on a une dominance du hêtre en forêt publique, 53%. Là, c'est pareil, c'est les montagnes de l'Est. Pour toutes les autres essences, évidemment, c'est réparti comme la surface globale, c'est-à-dire une majorité en forêt privée. Alors maintenant, on s'attarde un peu sur ces propriétaires forestiers. On recense 3,5 millions de propriétaires forestiers en France, c'est-à-dire beaucoup de gens. Et je sais que dans la salle, il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont propriétaires forestiers. Des fois, ils ne le savent pas, ou ils ne savent pas où est leur forêt, où sont leurs petites parcelles. Pourquoi ? Parce qu'on a, quand on regarde ces histogrammes, on voit que dans les petites surfaces inférieures à 1 hectare, on a 2 200 000 propriétaires, enfin, finalement, propriétaires forestiers pour 700 000 hectares de forêt. Ceux-là, c'est vraiment intouchable. On ne peut pas les contacter, on ne peut pas les retrouver. Il y a beaucoup trop de monde, il y a 2 200 000. Alors, par contre, si on va vers la droite de l'histogramme, on s'aperçoit qu'à partir d'ici, on a grosso modo 380 000 propriétaires qui possèdent 76% de la superficie forestière privée. Alors évidemment, c'est des gens plus faciles à contacter, plus faciles à connaître, parce qu'on a des quantités de correspondants beaucoup moins importantes. Alors, il y a une explication, cette forêt, pourquoi elle est comme ça ? Il faut d'abord bien se mettre dans la tête que la forêt française, en 2 siècles, elle a doublé de surface. Entre 1800 et 2000, la forêt française a doublé de surface, passé de 8 millions d'hectares à 16. Donc si elle a doublé de surface, ça veut dire que quand vous regardez une forêt actuellement, vous avez une chance sur 2 de voir une terre agricole, une ancienne terre agricole. Mais les vieilles forêts sont finalement très minoritaires par rapport aux nouvelles forêts de 2 siècles quand même, mais qui sont majoritaires. Et cet accroissement de la surface, il s'est fait sur un terroir agricole extrêmement morcelé, un terroir agricole vivrier du 19e siècle, avec des toutes petites parcelles. Il n'y avait pas de remembrement. On pouvait vivre avec 1 hectare à cette époque-là, 1 hectare de terre agricole. Et c'est ces parcelles-là qui sont progressivement passées en forêt et sont restées congelées, si je puis dire, dans leur petite surface. Il n'y a jamais eu de remembrement en forêt. Donc on est resté avec un parcellaire pulvérisé et de très nombreuses petites parcelles. Enfin, vous connaissez tout ça. Hein, vous regardez le cadastre, vous verrez
des terroirs extrêmement mités. En forêt, en agriculture, le remembrement est passé par là, ça a tout changé. Quand on regarde de plus près qui sont ces propriétaires forestiers, bon, on s'aperçoit qu'il y en a un tiers qui sont issus de l'agriculture ou encore agriculteurs, ou du moins du milieu rural. On a 22% d'employés et ouvriers, 13% de patrons, entre guillemets, professions libérales, 11%, etc. Et finalement, la forêt privée, contrairement à ce qu'on entend dire dans les émissions dont Jean-Baptiste parlait, c'est pas le grand capital. Non, ça appartient à des gens qui sont souvent très modestes. Quand on fait une enquête auprès de ces propriétaires forestiers, ça a été fait à plusieurs reprises, on leur demande qu'est-ce qui les intéresse dans leur forêt. Et on s'aperçoit qu'il n'y a que 15% de ces personnes interrogées qui s'intéressent à la forêt au point de vue économique. En gros, je dirais, pour paraphraser nos interlocuteurs de certaines émissions de télévision, pour faire du fric. Il n'y en a que 15%. 15% pour la chasse, c'est important. 25% tout simplement pour la mise en valeur d'un patrimoine. Je l'ai reçu de mon papa, je veux le transmettre à mes enfants dans le même état. Voilà, ça c'est très fréquent. Et puis, encore plus fréquent, une activité familiale et de détente. Moi, c'est pour me promener, c'est pour ramasser quelques bois, c'est pour sortir en famille, etc. C'est très important. Une passion. Alors, il y a effectivement des masochistes qui adorent la forêt et qui, ceux-là, ils feront tout ce qu'il faut et plus qu'il ne faut dans leur forêt. Et puis, il y a quand même en bas, là, la dernière ligne, il y a 5% des gens qui nous répondent bah, c'est vraiment une source d'ennui. Hein, c'est-à-dire, je voudrais m'en débarrasser, mais personne ne veut me l'acheter. Donc voilà, j'ai ça et je ne sais pas quoi en faire. Ça existe aussi. Alors, je reviens sur des chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, adaptés à la forêt privée. Cette forêt privée, la forêt en général et la forêt privée encore plus, elle croule sous son propre bois. C'est-à-dire que depuis 1980, ça c'est les volumes hein, sur pied, et en 2011, on a une augmentation de 68% du volume sur pied. Donc c'est une forêt qui grossit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que Jean-Baptiste disait. C'est une forêt qui grossit, qui accumule du bois sur pied, et de ce fait, qui probablement devient plus fragile. Mais ça, c'est un constat. Alors là aussi, qu'on ne nous dise pas qu'on surexploite, etc. Enfin, ça a été déjà dit. Ça, c'est pour montrer le volume de bois récolté entre la forêt privée en vert et les forêts que j'ai appelées du doux euphémisme de bénéficiant du régime forestier. C'est comme ça que les forestiers privés doivent dire quand ils parlent de la forêt publique. Donc je le dis. On voit que ce volume de bois récolté augmente au fil des années, même si par ailleurs il y a une capitalisation qui se fait, donc les deux se font aussi. Et c'est un. Alors, vous voyez bien sûr ici, ça c'est les tempêtes Lothar et Martin, boum. Et puis la tempête Klaus, qui est arrivée après, mais qui n'est quasiment intervenue qu'en forêt privée, puisque c'était dans les Landes de Gascogne. Voilà la répartition entre bois d'œuvre au fil du temps, bois d'industrie, ça augmente, et bois énergie qui augmente beaucoup plus. Tout en sachant, mais ça a été dit, c'est que dans nos 17 millions de mètres cubes d'autoconsommés, en fait, on n'en sait rien. Parce que les papys qui font leur ster dans les forêts françaises, personne ne les enregistre, personne ne les connaît. Moi, je suis propriétaire forestier, j'ai des habitants du village qui font du bois chez moi. Ben, quand ils ont fini, on fait un gros tas de bois à bord de route, on mesure le nombre de stères, et puis c'est terminé. Il n'y a aucune déclaration à personne, ça échappe à toutes les statistiques, et puis voilà, et puis c'est comme ça. Donc, c'est pas grave. Hein.
Je m'intéresse aussi au prix des grumes, parce que parce qu'on a beau être très, très philanthrope, il y a un moment quand même, quand on fait des frais, il faut essayer d'arriver à les couvrir. Donc le prix, alors c'est des francs constants, parce qu'en forêt, vous pouvez raisonner en francs courants, ça ne donne pas du tout le même résultat, ou en francs constants. Si c'est un franc constant, vous apercevez que les chaînes... En euros, pardon, excusez. Ah oui. En euros, pardon, constant, vous voyez les chênes, le hêtre, qui est ici, là, qui dégringole très, très gentiment et très progressivement, alors qu'il y a une époque où le chêne et le hêtre étaient quasiment au même prix. Maintenant, c'est fini. On s'aperçoit que finalement, si vous voulez investir en forêt, c'est peut-être pas un endroit très conseillé, malgré toutes les publicités qu'on voit là-dessus, mais qui sont d'ordre fiscal. C'est un autre sujet. Et puis, j'illustre ce qui a été dit tout à l'heure, les sillages, Castorama, les sillages feuillus, les sillages résineux, eh bien, les sillages résineux, ça augmente, globalement, avec des à-coups, mais les sillages feuillus, ça descend nettement. Donc on scie en France de moins en moins de feuillus. Et c'est vraiment une préoccupation majeure. Alors on a des espoirs de faire mieux, etc. Mais pour l'instant, le constat est plutôt... Alors que, bien entendu, on l'a dit, 80% de notre forêt, elle est feuillue. Donc il y a un vrai gap entre les deux. Bon, voilà, c'était l'état des lieux. Maintenant, on essaie de traduire ce que pensent nos mandants. Inquiétude, voilà. Alors, ça ne rend peut-être pas très bien sur la photo, mais ça, c'est tout gris. Ici, là, là, et là, c'est vert. Alors, vous savez ce que c'est, vous l'avez tous constaté. C'est les attaques de scolytes sur épicéa, avec des dépérissements massifs, qui font qu'un propriétaire forestier qui a planté ici des épicéas il y a 40 ans, qui a investi, qui a suivi ça, etc., qui s'est fait engueuler par son épouse parce qu'il passait beaucoup trop de temps en forêt, etc., et voilà, il se retrouve avec ça, c'est-à-dire un gros trou de bois mort dont on ne peut rien faire. C'est bon, voilà, je ne vous en dis pas plus sur l'état des esprits. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le changement climatique? Ça a été évidemment dit, mais c'est exactement la même chose en forêt privée. L'état sanitaire des essences, on va jeter un coup d'œil sur une petite diapo. Changement de productivité, modification du cycle annuel sur le développement des arbres, les risques sur les plantations, l'extension du risque et de la gravité des incendies, on en a parlé bien sûr, et puis le fameux puits dont on a parlé longuement. Donc là, vous avez un tas de petits graphiques. Ça représente la France, l'Hexagone. Et ça vous donne, en vert, bon état sanitaire, en jaune, état sanitaire moyen, du chêne Cécile entre 2015 et 2022. Globalement, le chêne Cécile, alors il y a des à-coups, il y a du rouge, mais c'est pas trop catastrophique, c'est même assez bon. Si vous regardez son petit frère, là, le chêne pédonculé, c'est pas pareil. Ça tourne au jaune. Le hêtre, ça fait un certain temps qu'on s'inquiète. Le châtaignier, alors le châtaignier, lui, il est soumis à des attaques parasitaires féroces au niveau racinaire, et c'est une essence en grande difficulté. Vous le constatez, vous le voyez, dans les forêts domaniales qui sont de la couronne parisienne, vous avez beaucoup de châtaigniers et vous avez beaucoup de mortalité. Donc il y a des coupes rases, c'est une horreur, et des replantations, et des articles dans les journaux, et des amis de la forêt 2 qui se mobilisent, et voilà, et l'office se débrouille dans la mesure du possible. Les peupliers, par contre, l'état sanitaire est globalement satisfaisant. Vous n'avez pas de peupliers en région PACA, donc c'est blanc, c'est normal. Le pin maritime, qui est une essence qui se défend pas trop mal vis-à-vis du changement climatique pour l'instant. Le pin sylvestre, ce n'est pas du tout le cas. On a des fortes, depuis 2019-2018, on a des fortes mortalités du pin sylvestre. L'épicéa,
on en a déjà parlé, la traduction est là. Le Douglas, lui, pour l'instant, se maintient à peu près, on a quelques alertes. Et le sapin pectiné, a l'air de malheureusement vouloir suivre la trace de l'épicéa. Donc c'est très préoccupant. Changement de productivité. On a constaté pendant des années que l'augmentation du CO2 atmosphérique entraînait une augmentation de la productivité des arbres. C'était magnifique, on s'est dit formidable. Allons-y, crachons du CO2, on aura plus de bois. Eh bien non, parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il y a un moment, ça part dans l'autre sens. Et c'est ce qu'on est en train de constater actuellement. Donc la tendance générale, c'est plutôt une stagnation, voire une baisse depuis quelques années. Bon, et puis ça, c'est très variable suivant les régions. Il faut regarder les choses de plus près. Un point qui est moins visible, mais qui est réel et qui a des conséquences, c'est la modification du cycle annuel de développement des arbres. En fait, on constate nettement, vous avez certainement constaté ça, il y a un allongement de la durée de végétation. Ça débourre plus tôt, les feuilles tombent plus tard, donc finalement, d'année en année, on allonge la durée de végétation. On se demande si les feuillus vont finir par ne plus perdre leurs feuilles, peut-être, parce qu'on arrive là, regardez par la fenêtre. Voilà. Alors, il y en a qui ont déjà franchi le cap, mais d'autres pas encore. Voilà. Et puis, petit constat aussi, c'est que les hivers plus doux entraînent une altération de la levée de dormance des bourgeons. Vous savez, au printemps, les bourgeons, ça démarre. On a des phénomènes inexpliqués où il y a des retards de levée de dormance. Est-ce que c'est dû au changement climatique? On ne sait pas. Les risques sur plantation, si vous plantez des arbres, vous avez constaté ça. On a une corrélation très forte entre les difficultés sur les plantations et les années de sécheresse. 2015, 2018, 2019, 2020, un répit en 2021, on a eu une année pluvieuse. 2022, boum. Ça, c'est un petit histogramme qui vous montre les pourcentages de mortalité dans les plantations. Alors les plantations, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une enquête annuelle du département santé des forêts, qui est un département du ministère de la forêt, de l'agriculture accessoirement, mais de la forêt, et qui tous les ans regarde dans les plantations de l'année la mortalité au printemps et à l'automne. Et on ressort ce genre de graphique pour montrer qu'on a beaucoup de plantations depuis 2018 qu'il faut regarnir, reprendre à l'automne, parce qu'il y a beaucoup de mortalité. Bon, la gravité des incendies, ça a été vu tout à l'heure, ça n'échappe à personne. Ce graphique a déjà été montré, je passe. Et le puits de carbone, vous avez une autre illustration de ce qu'on a vu tout à l'heure. On a une illustration régionale, ça nous montre, ça c'est le nord-est et c'est l'Aquitaine, Lothar et Martin. Donc on passe en source de carbone. La tempête Klaus, ça c'est la courbe de l'Aquitaine. Ailleurs, on voit ici la tempête Lothar, qui a eu un effet dans beaucoup de régions. Et puis on voit que malgré tout, c'est ce qu'on disait, globalement, il y a une tendance, c'est ce que Christine nous montrait avec tous les articles dans les journaux là, sur la fameuse mise en cause du puits de carbone. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, les petits bras, devant ça? Donc on parle d'adaptation et on essaie de réagir. On fait ce que fait l'Office des forêts. Il n'y a pas de 36 recettes. D'abord, première chose, vis-à-vis de nos propriétaires forestiers, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Et c'est malheureusement une tendance. Il faut agir, il faut réagir. C'est très important. Deuxièmement, il faut évidemment tenir compte des facteurs climatiques défavorables, encore plus qu'avant, notamment les problèmes d'eau dans les sols en été. C'est le facteur vraiment limitant maximum. Et puis, les canicules, c'est-à-dire les coups de chaud, 40 degrés pour un arbre, c'est très mauvais. Donc à ce moment-là, il faut absolument anticiper ça, et notamment, on le verra, dans le choix des essences. Il faut tenir compte du rôle de tampon climatique de la forêt.
C'est ce qu'on appelle, nous, sans pouvoir le caractériser, l'ambiance forestière. On sait très bien que quand on est en forêt, le climat n'est pas tout à fait le même que dans la plaine d'à côté, et que de ce fait, généralement, il fait un peu plus humide. Il faut donc faire attention à ça. Quand on fait une plantation, est-ce qu'il ne faut pas en tenir compte? Ça veut dire derrière, dans notre petite tête, les grandes coupes rases. Bah, c'est un peu embêtant parce que ça nous enlève l'ambiance forestière, donc ça remet en cause les plantations. Garder de l'ombrage. Vous savez, pendant des années, moi j'ai commencé comme forestier il y a très longtemps, on faisait des plantations sous abri. On plantait du sapin pectiné dans les taillis sous-futés de Haute-Marne. On enlevait le taillis, on plantait des sapins en dessous des grumes, enfin en dessous des grands arbres. Bon, on s'est aperçu que les sapins, ils sont restés grands comme ça pendant 40 ans, parce que le sapin, c'est une essence sympathique, elle est capable de vivre, mais elle ne pousse pas. Et puis quand on a enlevé les grands arbres, d'un seul coup, certains sapins se mettaient à démarrer. Donc, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à ça? Est-ce qu'il ne faut pas garder de l'ombrage dans les plantations? Mais pas comme on l'avait fait, parce que le résultat était mauvais. Mais il y a peut-être à trouver des formules un peu différentes de ce qu'on fait actuellement. Et puis, bien entendu, préserver les sols. Ça, on l'a dit et redit, c'est fondamental. Et enfin, diversifier les essences ou les provenances. Ça a été dit tout à l'heure. C'est le. Alors, en forêt privée plus particulièrement, quelques idées pour s'adapter. Renforcer la gestion. Et chez nous, en forêt privée, pardon, ça s'appelle les documents de gestion durable. C'est ce que disait Jean-Baptiste. Le plan simple de gestion. On a toute une panoplie d'outils pour que les propriétaires forestiers essayent de planifier leur gestion et d'organiser leur gestion. Donc on a un outil qui est maintenant bien connu qui s'appelle le plan simple de gestion. On a les chiffres dans la diapo d'après, qui concerne de façon obligatoire pour les propriétaires forestiers les forêts de plus de 25 hectares d'un seul tenant. Donc un propriétaire forestier doit faire un plan de gestion, c'est-à-dire qu'il doit mettre noir sur blanc ce qu'il va faire, les coupes qu'il va faire et les travaux qu'il va faire. Il s'engage là-dessus pour une durée comprise entre 10 et 15 ans. C'est lui qui signe, qui fait ça, qui s'engage personnellement. Et on lui dit, eh ben, vous vous êtes engagé, vous avez signé, maintenant vous respectez vos engagements. Bon, c'est là que les questions se posent. Deuxièmement, alors c'est des actions de regrouper le foncier forestier, mais c'est une montagne, ou la gestion, parce qu'on n'est pas obligé de regrouper le foncier. On peut regrouper la gestion entre plusieurs propriétaires forestiers. Ça, c'est plus facile à faire, mais c'est moins durable, parce qu'après ça, le propriétaire, sa durée d'activité, c'est 20 à 30 ans. La durée de la gestion forestière, c'est 100 à 120 ans, en faisant court. Donc, on peut avoir des à-coups. L'engagement d'une personne, ça ne vaut que pendant une durée limitée par rapport à la vie de l'arbre. Développer et combiner les techniques de renouvellement des peuplements, plantation, régénération, bon, c'est évident, mais ça fait l'objet de nombreux essais. Tenir compte des ressources en eau dans les choix sylvicoles, bien sûr. Toutes les essences n'ont pas le même appétit en eau, bien sûr. Donc ça, il faut avoir ça en arrière-pensée. Et puis, être attentif à l'émergence des nouveaux risques. Alors j'ai mis les incendies, ok, les dégâts de gibier, considérables, de plus en plus importants et pesants. J'ai oublié les tempêtes. On a un peu oublié les tempêtes parce que ça fait quand même 10 ans qu'on a la paix. Mais rappelez-vous, 1999, 2009, là, pour l'instant, il paraît, les grands spécialistes nous disent que le changement climatique et tempête, c'est pas corrélé. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, quand on a des bonnes tempêtes, ça fait mal. Et puis j'ai mis à la fin représentation sociétale de la gestion forestière. Ça, c'était pour rebondir sur ce que disait Jean-Baptiste. Savoir qu'on est quand même sous pression de plus en plus d'un certain nombre de gens qui viennent nous donner des leçons et des conseils. Bon, alors on prend ou on ne prend pas, mais ça devient pesant. Il y a des gens qui attaquent les coupes rases. Le Douglas. Alors, le Douglas, c'est un ennemi numéro 1, il faut le savoir. C'est une horreur. Bon. Alors, derrière le Douglas, il y a tous les résineux qui sont en rang serré.
font aussi l'objet de mise en cause. Mais bon. Les documents de gestion. Alors, j'ai fait un petit tableau, je ne sais pas si vous le voyez. Les PSG obligatoires. Plan simple de gestion. Alors, qu'est-ce qui s'occupe des plans simples de gestion? C'est le Centre national de la propriété forestière, qui est, j'ai oublié de me présenter au début, mais j'en ai été le directeur général pendant des années et des années. C'est le deuxième établissement public. Très très loin derrière l'Office des forêts, mais quand même. Et son rôle à lui, c'est de... Il a 3 rôles. Il demande aux propriétaires forestiers de déposer leurs documents de gestion, il les instruit, il les agrée. Deuxième rôle, c'est tout un rôle de formation, d'information auprès des propriétaires, publication, etc. Et puis son troisième rôle, c'est d'essayer de regrouper la gestion. On y viendra. Alors, ces plans de gestion, au fil du temps, ce n'est pas venu tout seul, mais on a quand même maintenant plus de 3 millions d'hectares de forêts privées qui sont gérées selon un plan de gestion. Donc ça devient significatif. Et on a des plans de gestion volontaires, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas 25 hectares et qui ont déposé leur plan de gestion. On en a aussi un certain nombre, ça c'est les résultats des actions de sensibilisation, de formation, etc. Et puis on a 2 autres petits outils, un qui s'appelle le règlement type de gestion, qui est en fait le fait des organismes de gestion en commun, c'est-à-dire les coopératives forestières, ou un autre outil pour les toutes petites surfaces, le code de bonne pratique sylvicole, qui permet d'estampiller gestion durable des toutes petites forêts. Bon, ça marche plus ou moins. J'ai noté que depuis le 10 juillet 2023, et le dernier texte de loi qui a abordé la forêt, le seuil de dépôt des plans de gestion a été abaissé à 20 hectares. Il était à 25, il passe à 20. Donc effectivement, ça va dans le sens d'une plus grande intensité de la gestion progressive de la forêt privée. Il va falloir... évidemment, ça ne va pas venir tout seul. Il va falloir appeler ces documents, convaincre et les faire sortir. Le regroupement du foncier ou de la gestion. Regroupement du foncier, c'est très compliqué. Il faut convaincre les propriétaires forestiers de se regrouper. Alors, le législateur a inventé au moins 6 ou 7 formules. Il y a eu plein d'imagination. On a inventé les groupements forestiers, qui sont des SCI spécifiques à la forêt. On a inventé le droit de préférence, qui est un truc assez fort. Si bien qu'un propriétaire forestier qui vend une parcelle forestière de moins de 4 hectares doit informer obligatoirement ses voisins qui ont la possibilité d'acheter au prix du... Ça, c'est un peu la révolution dans les campagnes, parce que d'un seul coup, monsieur X voulait vendre à monsieur Y, ben non, il ne peut pas vendre à monsieur Y, il doit vendre à son voisin pour faire un regroupement. Ah oui, ça... Non, mais si on veut toucher au foncier, ça ne se fait pas avec des pincettes. On a le problème très important de la maîtrise des biens vacants sans maître. On a des quantités de parcelles cadastrales où le propriétaire a disparu. Donc effectivement, il y a une procédure menée par les communes pour, avec tout un tas de règles et de précautions, pour progressivement reprendre la main, et ça redevient, à ce moment-là, c'est la commune qui devient propriétaire des parcelles en question. Ça se fait, c'est une bonne formule, parce que sinon on ne peut rien faire. Mais c'est très lourd, donc il y a beaucoup de communes qui hésitent avant de s'engager là-dedans. On a mis en place des bourses d'échange et de vente de biens forestiers, ça marche pas mal. Sur Internet, hein, vous pouvez chercher, vous verrez, dans telle commune, on sait que M. Dupont vend sa forêt, ou vend ses parcelles, donc vous pouvez vous manifester auprès de lui pour acheter. Alors, c'est très bien. L'avantage, c'est que c'est définitif, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a regroupé le foncier, c'est une bonne fois pour toutes. Jusqu'à un morcellement ultérieur possible. Mais par contre, c'est très difficile de faire passer ça dans les esprits, parce que la forêt, c'est très ancré dans les mentalités. Le papy, il gardera sa forêt jusqu'au bout. Et les enfants, parfois, ils récupèrent un truc dont ils ignorent tout, parce qu'il n'en a parlé à personne. On ne sait même pas où c'est, parce qu'il n'a jamais dit où c'était, il n'a jamais dit ce qu'il y faisait. Donc c'est vraiment très attaché, la notion de propriété en forêt, elle est particulièrement forte. Donc remettre ça en cause, c'est pas évident.
Alors on a aussi imaginé un tas de formules pour regrouper la gestion. Uniquement la gestion, on ne touche pas à la propriété. On a mis en place des associations syndicales. Alors les ASA, c'est connu pour un tas de choses, mais on a développé des associations syndicales de gestion, libres ou autorisées, les plans simples de gestion concertés. Plusieurs propriétaires font un plan de gestion entre eux. 5 minutes, ça va, c'est bon. On a créé un machin qui s'appelait le JF. Ça, c'est une loi forestière de 2011 qui effectivement appuie ça, puis permet d'accéder à un certain nombre d'aides de l'État. Donc ça met un peu d'huile dans les engrenages. Mais, je le disais tout à l'heure, la longueur du cycle forestier oblige à regrouper à chaque génération ou à chaque changement de propriétaire. À chaque fois, il faut remettre ça sur l'ouvrage. Maintenant, ça va être beaucoup mieux parce qu'on va sortir un peu. Donc, on a dit renouveler les forêts en diversifiant les essences. Ça, c'est chez moi. Donc, on met du cormier. Vous connaissez le cormier? C'est lui. Alors, il est dans un petit machin en grillage plastique parce qu'il y a les chevreuils qui adorent ça. Donc, il faut protéger. Donc, quand on met un plant en forêt, il faut le protéger. Ça fait que son prix est multiplié par 3. Bon, c'est comme ça. Et celui-là, que vous connaissez peut-être, c'est un chêne chevelu. Donc une espèce de chêne qu'on essaie de tester, de voir ce que ça donne. Elle existe déjà, évidemment, en France, mais elle paraît assez intéressante. Donc Et puis on essaie de mettre au plein des techniques de renouvellement des peuplements pour les protéger des sécheresses. Donc ça, c'est un cormier, toujours, dans son tube. Alors on ne voit pas bien le tube ici, mais on voit celui qui est derrière. Et dans une ambiance forestière, pour le moins. Faut-il encore qu'il arrive à avoir assez de lumière pour passer. Mais bon, ça, c'est le forestier qui doit surveiller tout le temps et couper tout autour. Voilà. Et j'arrive à la conclusion. Ce qu'il ne faut pas faire, ça, c'est pris en Argonne. Ça. Il y a eu des très très grosses plantations de résineux dans le massif forestier d'Argonne sur la Meuse et la Marne, et des dégâts épouvantables sur des centaines d'hectares de mortalité en épicéa. Comment on va gérer ça? Je ne sais pas. Et ce que l'on pourrait faire, c'est... Alors, il y a la forêt mosaïque. Alors, je crois que... Je ne sais plus comment l'office appelle ça comme ça, je ne sais plus. Donc, effectivement, juxtaposer sur des parcelles, pas pied à pied, mais sur des parcelles juxtaposer des types de peuplements différents sur des petites surfaces pour essayer d'avoir effectivement une ambiance forestière, ou ce qu'on appelle la forêt irrégulière. Alors ça, c'est aussi le pain béni des écolos. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des futaies régulières de chênes du même âge, c'est d'avoir des futaies irrégulières de chênes d'âge différent, pied à pied. C'est compliqué à gérer, mais ça marche bien. Et ça donne un résultat tout à fait différent. Il n'y a jamais de coupe rase, puisqu'on ne coupe jamais tout d'un coup. C'est magnifique. Voilà, j'en ai terminé. Alors, on va prendre 2 ou 3 questions, si vous avez... Oui, je pense que le morcellement des parcelles est en grande partie lié à une succession d'héritages dans la forêt privée, et donc c'est un phénomène qui ne pourrait qu'aller en augmentant. Et puis alors, si vous me permettez une petite anecdote... Je ne suis pas d'accord avec vous. Continuez. Petite anecdote, j'ai vu que vous plantez des cormiers. Nous avons visité une distillerie dans la Sarthe il n'y a pas longtemps, Oui. et ils font de l'alcool à partir de... Bah voilà, Donc, un autre débouché. l'alcool de corne, pourquoi pas, hein, la forêt produit bien d'autres choses que du bois. Voilà. Alors les héritages, c'était un peu le propos initial. La forêt privée française, elle est morcelée, certes, je ne le nie pas, à cause des héritages, mais très partiellement. Elle est morcelée, je l'ai dit, parce qu'en fait, c'est le boisement spontané de parcelles agricoles mitées, complètement parcellaires de 2 hectares, 1 hectare, des toutes petites parcelles. C'est celles-là qui ont été abandonnées en premier, qui se sont reboisées naturellement ou parfois par plantation, mais très souvent naturellement. Et on a gardé, congelé le parcellaire forestier morcelé. Ça, c'est la principale explication. Alors, il y a eu effectivement des héritages, mais pas tant que ça. Alors, évidemment, on aurait dû garder le droit d'aînesse. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, ça a été supprimé il y a un certain temps, donc on va pas revenir là-dessus.
Et puis, effectivement, aussi, l'État a acheté des forêts privées, après la guerre de 14 notamment, dans les zones complètement ruinées, ou des opérations emblématiques comme Arc-en-Barrois, avec le général à Colombey-les-Deux-Églises, voyant la forêt d'Arc-en-Barrois, qui était mise en vente, a dit « il faut acheter ça, c'est pour nous, c'est pour l'État ». Il y avait une très grande surface, c'est ce qui s'est passé, la forêt d'Arc-en-Barrois est devenue domaniale. Bon, ben c'est très bien, hein, c'était, je ne sais plus à qui ça appartenait, au comte de Paris ou quelque chose comme ça. Oui, il y a quand même encore des restes de l'ancien régime. Une question? Oui. Denis. J'avais une remarque. Dans certains secteurs de France, les communes forestières ont dû vendre pour participer aux amendes, aux sommes à payer à la coalition contre Napoléon après le traité de Vienne en 1815. Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. Non, je sais ça parce que ma commune, comme des centaines d'autres dans le Jura, ont dû vendre, disons, les 3/4 de leur forêt parce que là, privée pour avoir de l'argent à donner aux Européens qui disaient, en compensation de la guerre de Napoléon, vous nous devez une somme. donc, oui, c'est tout à fait vrai. Quand on regarde l'histoire, on voit que la forêt publique n'est pas intangible. Il y a des moments où l'État a vendu. Bon, pour l'instant, il est plutôt en phase d'en acheter un petit peu, mais ça ne va pas très vite. Mais il y a des moments où ils ont vendu massivement des forêts. Sous Louis-Philippe aussi, pareil, parce qu'il fallait faire du fric et qu'il fallait se séparer du patrimoine. Donc, effectivement, il y a eu des variations dans les deux sens au fil du temps. On a un exemple, c'est la forêt de Fontainebleau et la forêt des Trois Pignons, où depuis des années, dans le budget de l'État, vous voyez tous les ans une ligne d'acquisition de forêts privées qui est inscrite au budget de l'État, puisque c'est l'État qui achète et c'est l'Office qui gère. Mais le massif des Trois Pignons, vous voyez, c'est un massif de forêt privée qui touche Fontainebleau et qui est très morcelé. Donc effectivement, de temps en temps, il y a une parcelle qui se vend et généralement, l'État la rachète pour compléter le grand massif de Fontainebleau. Mais ça fait 30 ans que c'est commencé. J'avais une remarque supplémentaire. Le morcellement en question, ça rejoint un autre besoin qui touche les zones d'activité, voire les zones d'habitation, à savoir que le sol devrait être un bien commun. Et donc, il faudrait remplacer le droit de propriété par un droit d'usage, qui est transmissible comme le reste. Mais ça permettrait le problème des petites parcelles, en tout cas pour la forêt. Oui, pourquoi pas, on peut imaginer. Alors, on a deux dernières questions de Eric et de Sébastien. On peut imaginer ça, mais c'est un sujet... Oui, moi, ma question, c'est Christine nous a dit que pour préserver le puits de carbone, la priorité des priorités, c'est la prévention contre le risque incendie. Je fais confiance à l'ENF pour le faire. Comment on fait dans les forêts privées? Est-ce que c'est dans les plans de gestion durables? Je ne suis pas sûr. Enfin, en tous les cas, pour donc, comment on fait pour la partie c'est quand on est élu local et qu'on doit superviser ça, c'est un peu perplexe, on va dire. En forêt privée, on est dans le lieu commun des incendies. Hein. Alors effectivement, dans les plans de gestion, depuis 2023, le propriétaire a prié de réfléchir un peu, il a un petit chapitre là-dessus, au problème incendie, notamment sur ces chemins d'accès, parce qu'il faut pouvoir faire passer les camions, et puis éventuellement, quand il a des étangs, des choses comme ça, voir s'il y a des possibilités de ressources en eau dans sa forêt. Donc ça, il doit le mentionner. Bon, mais on ne rentre pas dans l'opérationnel. Après ça, l'opérationnel, c'est les services départementaux des incendies, c'est les communes, c'est monsieur le maire, etc. Et ça reste aussi le DT. Oui. Dernière question très courte et un petit peu en bordure du sujet. Vous avez évoqué l'usage du bois et je voudrais également vous faire intervenir sur le même sujet. Lorsque j'étais jeune, on exportait du bois de France par camion des troncs vers la Belgique. J'habitais à 9 km de la Belgique. Les camions revenaient le lendemain avec des planches et ils étaient subventionnés en France pour aller vers la Belgique et ils étaient subventionnés en Belgique pour revenir vers la France. Est-ce que ça a changé? Oui, ça a changé, il n'y a plus les subventions. Il y a toujours les camions, mais ils vont en Belgique, mais ils vont à Anvers. Ils mettent les chaînes dans des conteneurs et ça part en Chine.
Bon. Mais ça ne s'arrête plus en Belgique. Et il n'y a pas de subvention ni dans un sens ni dans l'autre. Les Chinois n'en ont pas besoin. Voilà. Bon. Voilà.